En France, un jeune sur 10 âgé de 16 à 25 ans aide un proche en situation de handicap physique ou mental. Sur le qui-vive est un podcast sur l'invisibilisation de ces jeunes aidants. Dans cette série, Julie, 25 ans, nous invite dans son quotidien de jeune aidante de sa petite sœur Laura, atteinte d'épilepsie et totalement dépendante de ses proches. Un podcast signé vous par Massif. Épisode 5, du répit pour l'aidant aussi. Est-ce que tu veux la doucher? Bah vas-y, Tiens. Ah, le petit gant de toilette, il est où? Je cherche. Par contre, tu peux juste me régler l'eau parce que ça, Ouais. je sais pas trop. Oh là là, Laura, avec une Donc moi je suis Emma, j'ai 22 ans et je suis l'aidante pro de Laura depuis février. Du coup, Mais la brassière on la soutient quand elle met le pantalon pour éviter qu'elle tombe. C'est toujours faire attention à ce qu'elle fait et puis à ce qui pourrait se passer si elle tombe, si elle glisse, tout ça. Oh là là! Oh bah la brassière! Oui, il y a toujours deux personnes parce que si elle fait une crise, qu'elle tombe dans la baignoire, toute seule on peut pas. C'est être trop compliqué et puis c'est dangereux surtout qu'elle glisse ou quoi. Puis même ici, si elle tombe au niveau du rebord, donc au moins elle est encadrée de deux côtés, ça permet que s'il y a une éventuelle crise, On peut hop, gérer. on rattrape la petite dame. Mais ce qui est inhabituel, c'est Emma et moi, en fait. Ouais. On n'est jamais ensemble le matin parce que je viens le week-end. Emma, elle travaille pas le week-end. Et généralement, si je viens pendant la semaine, donc pendant... Maître Janko. On va faire Maître Jaco. Alors Maître Jaco, c'est les histoires qu'elle écrit avec Catherine. On descend, on va se coiffer. Et bah, moi, je trouve ça très très bien qu'Emma elle soit là, déjà parce qu'elle prend soin de ma sœur, ça se voit. Et puis ça soulage un petit peu. Je me dis que de toute façon, Emma, elle sait gérer. Donc voilà, elle sait comment fonctionne Laura, elle sait comment agir avec elle, elle repousse pas Laura, elle est très à l'aise avec Laura. Et donc du coup, c'est hyper rassurant d'avoir Emma à la maison. Voilà, je sais que Emma, c'est une personne de confiance et qu'elle prend soin de Laura comme moi je prendrais soin de ma petite sœur. Donc voilà, j'ai une confiance aveugle envers elle. Quand ma mère m'a annoncé qu'il allait y avoir une personne qui allait s'occuper de Laura, moi j'ai plutôt bien réagi parce qu'il y a souvent eu, depuis presque 10 ans, il y a toujours eu quelqu'un qui s'occupait de Laura. Moi j'ai juste ressenti une pointe de jalousie à un moment parce que je me suis dit, oh là là, mais Emma, elle prend la place de grande sœur, elle passe beaucoup de temps avec Laura, du temps que moi, je passe pas avec elle. Et du coup, ça mm'a fait de la peine. Puis j'ai réfléchi, puis j'ai fait, mais en fait, moi, j'ai fait le choix d'avoir ma vie. J'ai fait le choix de partir à Lyon, de travailler. Je pouvais pas prendre de congé. J'ai fait le choix de me concentrer sur moi aussi à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, j'ai peur qu'elle me prenne ma place de grande sœur. Et c'est pas le cas, ça n'arrivera pas parce que c'est moi la grande sœur de Laura. En fait, quand Emma elle est là, moi je suis capable de lui laisser le rôle d'aidante. Alors pas totalement parce qu'on peut pas abandonner ça en quelques heures, mais je reprends ma place d'enfant de mes parents et puis je reprends ma place de sœur de Laura. Et moi, je sais, même quand je suis à Lyon et que je suis pas sur place, que je suis pas à Nevers à la maison, je sais que Emma est là et donc du coup, ça libère d'un petit poids quand même. Là, on part de la maison à Nevers, on va voir Catherine, donc l'orthophoniste de Laura. Elle a sa séance à 11h. On y va avec Laura, Emma, ma mère et moi. Bien sympathique à l'arrivée, hein Emma? Tu fais pas de crise avant Catherine, s'il te plaît. Même pendant.
Même après, c'est pas nécessaire. On va où, Laura? On va voir 4. Oh, ça c'est un joli sourire pour aller voir Catherine. Laura, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Maître Jacot? Oui. Oui. Je m'appelle Catherine Garnier, je suis orthophoniste depuis de très très nombreuses années et donc j'ai une passion pour ce métier. Alors donc là je vais faire une séance avec Laura, donc je connais Laura depuis très très longtemps. Elle avait un petit peu moins de 3 ans quand je l'ai vue pour la première fois. Tu veux quelle histoire, Laura? Le singe? Oui. Alors, la première, c'est quoi le début de l'histoire? Maître Jacot est au zoo. D'accord? Et donc, il va visiter le... Singe. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Banane. Très bien. Alors, donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a raconté une histoire et on l'a écrite, en fait. C'est l'histoire de Maître Jacot, c'est ça? Voilà, Maître Jacot. Donc Laura adore les histoires et elle adore écrire. Mais elle a un tel plaisir dans l'écriture que c'est vraiment joyeux et donc ça la motive. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Je me dis, c'est bien, elle continue à apprendre en fait avec vous. Même si la maladie dégrade beaucoup les choses, au final, elle continue d'apprendre à écrire. Oui. Et le fait qu'elle soit contente d'apprendre à écrire, moi je trouve ça chouette. Ça prouve qu'il y a quand même des choses qui évoluent et qui évoluent dans le bon sens. Oui. Et moi je suis contente de voir que justement il y a des gens qui croient en Laura et qui croient en son évolution et qui font en sorte que justement elle évolue. Enfin, je veux dire, vous la suivez depuis 16 ans maintenant. Et je trouve ça incroyable que vous ayez jamais lâché. Et ça prouve que justement, on n'est pas tout seul dans ce combat non plus. Et puis qu'il y a des gens qui croient en ça. Et moi, je trouve ça merveilleux. Merci. Donc en fait, Laura est venue la première fois avec sa maman pour un bilan par rapport à son langage oral qui était un petit peu retardé. Donc en fait, on peut dire qu'en moyenne section, elle avait un langage qui était à peu près équivalent à une enfant qui n'avait pas de problème d'épilepsie. Et après, la maladie est devenue de plus en plus importante. Donc après, il y a eu d'autres choses qui se sont greffées sur les difficultés. En fait, moi, mon idée, c'est que j'aimerais bien me former au langage des signes. Je pense que ça peut être vraiment très bien que tu puisses la pratiquer avec elle. Hein. Il faut mettre d'autres choses en place pour qu'au final, la communication ne se perde jamais. Parce qu'elle en a besoin de ça, Laura. Puis nous, on en a besoin aussi avec elle, de pouvoir communiquer avec elle. Quand on a, je pense, quand on a une personne malade dans son entourage, on veut qu'elle aille bien et donc du coup on fait tout ce qu'il faut pour que la personne progresse, et quand la personne régresse, ça fait énormément de peine, mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête non plus. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. On n'a pas le choix. C'est bien, après, ça sert dans la vie de tous les jours d'être patient. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Je crois qu'il faut y croire. Hein. Il faut vraiment y croire. Hein. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé la séance, Laura? T'es trop contente, dis donc. C'est super. On se revoit lundi? Là, on est à Nevers, dans le centre-ville. On passe devant le tribunal de Nevers, où on a fait l'habilitation familiale avec mes parents en début 2023. C'était d'ailleurs un moment où on était juste mes parents et moi. Laura était restée, il me semble qu'elle avait été gardée par Emma. Et j'ai pas beaucoup de moments où je suis toute seule avec mes parents, avec mes 2 parents. Et l'habilitation a été validée par le juge. Une habilitation familiale, ça consiste à pouvoir prendre les décisions pour la personne aidée. Toutes les décisions. S'il y a besoin d'aller à la banque, la personne qui est habilitée peut y aller à la place de
de la personne. S'il y a besoin de prendre des décisions sur la santé, la personne habilitée peut prendre les décisions. Là, il y a 3 personnes qui sont habilitées. Donc mon père, ma mère et moi. Donc c'est quand même assez pratique. Et pour cette demande d'habilitation familiale, pour que moi je puisse en bénéficier, il a fallu que mes parents disent au tribunal pourquoi est-ce que je pouvais en bénéficier. Autant ma mère, elle dit assez ouvertement que je l'aide, que j'aide ma petite sœur, que je suis très présente, voilà. Mais avec mon papa, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que pour nous c'est logique, et puis voilà, la discussion s'est jamais invitée. Et là, au tribunal, il a quand même dit que j'étais très présente et que je faisais beaucoup de choses. Du coup, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ah, cette discussion qu'on n'a jamais eue, en fait, bah là, maintenant, les choses sont dites. Et il n'y avait pas besoin de plus, en fait. Il n'y avait pas besoin d'une longue discussion de plusieurs heures. Moi, j'avais juste besoin qu'ils reconnaissent que j'étais là et que j'aidais. Il y a des mots qui ne conviennent pas forcément. Et Lily, depuis à peu près les 1 an de sa sœur, elle vit aussi la maladie. C'est aussi qu'elle a le droit de grandir et d'intégrer qu'elle peut grandir en se l'autorisant, s'autoriser à pousser et s'autoriser à avoir sa vie sans être en parallèle de la vie de sa sœur. L'avenir de ma fille, j'espère, sera évidemment en impliquant sa petite sœur dedans, mais sera surtout en prenant soin de son propre avenir. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il me reste un tout petit peu assez de temps pour faire émerger des solutions, proposer des solutions, pour que tout ne repose pas sur Julie. Maintenant, le fait qu'on ait mis en place l'habilitation familiale à 3 permet d'associer Julie en tant qu'adulte responsable à l'avenir et à la vie quotidienne de sa sœur, dans les limites qu'elle fixera elle. Il faut aussi qu'elle puisse vivre sa vie, qu'elle ait ses enfants, qu'elle ait tout ça. Quant à Laura, c'est ça, la grande angoisse, c'est qu'elle soit malheureuse. Alors, ce sera jamais le bonheur total, mais qu'au moins, sans nous, elle puisse trouver un endroit où elle ait un petit bonheur quotidien. Voilà, qu'elle soit pas malheureuse. Si ma fille est pas malheureuse, ça va. Il faut aussi que Laura, elle puisse avoir sa vie. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle aille rencontrer des pères, il va falloir qu'elle apprenne la vie ou avec d'autres que nous, ou avec d'autres personnes comme elle. Donc vous dire que si demain on mourrait, on aurait une solution, non, ça fait partie de nos angoisses. C'est vrai que c'est une inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'on reste les 2 mains dans les poches, ça veut dire qu'on cherche, qu'on se mobilise, mais pour l'instant on n'a pas de solution. Moi, le futur de Laura, je l'imagine, elle restant avec mes parents jusqu'à son décès, ou alors, si mes parents décèdent avant, bah, c'est moi qui la prendrai en charge. Elle sera jamais toute seule, elle sera toujours avec un membre de ma famille, mais elle sera jamais toute seule, et elle sera jamais en famille, enfin, avec sa propre famille. Elle sera toujours avec nous. Et en fait, on a travaillé aussi pour que d'autres proches de la famille puissent intervenir et puissent être support de Julie. Si Julie a besoin, bah, au moins elle puisse par exemple appeler sa tante. Donc on essaie de mailler les choses au maximum et que même si on n'est pas là, il y ait une transmission, que ça puisse se faire et que tout ne dépende pas de sa sœur non plus. Faut que sa sœur elle puisse aller au Canada, faut qu'elle puisse aller réaliser ses rêves, quoi. Ça c'est important. En fait, ma mère a l'habitude de me dire que les femmes de la famille sont fortes, et les femmes de la famille sont très fortes. Elles ont vécu pas mal de choses très compliquées. Donc, du coup, j'ai été élevée dans cette ambiance-là tu es une femme, donc forcément, tu vas vivre des choses qui sont compliquées, et d'un autre côté, mais tu as une force en toi que tu ne soupçonnes même pas.
vous avez besoin d'informations ou de conseils, rendez-vous sur aveclesaidants.fr. Sur le qui-vive est une série Vous par Massif, produite par Insider Podcast.